Bonjour, amis internautes, où que vous soyez dans le monde. Je suis Henri Désiré Nzouzi. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire organisé par Léopard Club sur le thème de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Alors, on va d'abord faire connaissance, évidemment, avec Léopard Club, qui est un cercle d'affaires apolitique et privé, un réseau d'entrepreneurs ou de porteurs de projets de la diaspora congolaise et des amis de la République démocratique du Congo. Elle a été créée donc le samedi 30 juin 2018 à Bruxelles. C'est une communauté pluridisciplinaire, un espace privilégié d'échange et de mise en relation qui permet de rassembler tous ceux qui sont fiers et attachés au rayonnement de l'histoire de l'art et de la culture, de la faune, de la biodiversité inestimable donc de ce riche et vaste pays d'Afrique centrale dont la forêt équatoriale est le deuxième plus grand poumon du monde. Vous le savez, Léopard Club a également pour mission, c'est important de le souligner, d'organiser des événements culturels, mais également des rencontres artistiques ou d'affaires conviviaux dans des espaces d'exception pour créer des liens professionnels privilégiés et durables, échanger les idées, réseauter, bref, de quoi consolider et développer les activités économiques et sociales de ses membres dans le pays d'accueil. L'objectif étant aussi d'offrir, je dirais, des informations sur l'actualité économique et financière de la RDC et de promouvoir l'excellence et l'émergence donc économique de la République démocratique du Congo. Ce nouveau rendez-vous se veut bien évidemment pédagogique et pour ce faire, eh bien, j'invite sans transition le président de Léopard Club, Olivier Ali Nguindou, qui va nous parler d'abord du sujet que nous allons aborder ensemble et qui va aussi nous présenter nos deux invités. Olivier, bonjour. Bonjour Henri. Bon, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous lors de ces webinaires. Alors, tu imagines Bienvenue. bien, tu imagines bien que depuis maintenant près de 1 an et demi, on n'a plus l'occasion de se rencontrer. On avait l'habitude de se voir tous les 6 mois. Et là, ça fait 1 an et demi qu'on ne s'est plus rencontrés. Et ces webinaires permettent en fait à Léopard Club de garder le contact avec ses membres. Et comme tu l'as dit, le but de une des missions, un des buts de Léopard Club est de fournir des informations au niveau économique. Et le conseil d'administration a proposé que cette fois-ci, lors de ce webinaire, nous parlions de la bonne gouvernance, qui est de plus en plus vue comme un élément important du développement d'un pays. L'amélioration du climat des affaires offre en fait un environnement favorable à la croissance économique et à l'intérêt des nouveaux investisseurs que pourraient être éventuellement nos membres. Donc c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de pouvoir parler de la bonne gouvernance. Et nous avons au travers de notre réseau des partenaires et des amis. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir Quentin Loutjens qui travaille à la compagnie sucrière de Quilungongo, qui est une filiale d'un de nos partenaires en Belgique, Finasucre. Et d'autre part, nous avons Moro Mukota, qui est associé au cabinet d'expertise MM Partner à Kinshasa. Donc, nous avons deux acteurs économiques en République démocratique du Congo qui pourront effectivement, sur ton grill, pouvoir nous donner des éléments sur la bonne gouvernance et l'actualité de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Alors, c'est vrai que l'actualité, pour le moment, depuis le début de l'année, on voit que le président Tshisekedi est fort actif pour aller rechercher des financements à l'extérieur, notamment en Égypte en février 2021 et à Doha au Qatar. Mais effectivement, il faudrait alors qu'il y ait un cadre pour que nous puissions aussi nous joindre à cet ambitieux projet de développement de la RDC. Merci Henri encore pour tes services et je te laisse les manettes. Alors, sans transition, nous allons démarrer avec une vidéo de présentation de Fine à sucre. Nous aurons bien évidemment à cœur d'accueillir le CFO Quentin Loutiens, avec qui nous allons aborder la question de la sucrière de Quilungongo. Alors, nous allons, sans transition, visualiser cette vidéo de Fine à sucre Magnéto.
Le groupe Finasuc, que ce soit par des investissements directs ou des ventes de matériel ou de prestations, est actif avec succès dans un certain nombre de pays émergents. Alors historiquement, nous sommes présents depuis longtemps en Afrique centrale, mais nous avons eu aussi des expériences dans certains pays asiatiques qui ont été très positives. Je dirais que la caractéristique des pays émergents, c'est que les opportunités sont en général très nombreuses, mais le risque politique est certainement plus intense que dans d'autres pays. Alors, je voudrais quand même bien relativiser parce que chaque pays émergent est très différent et donc c'est vrai qu'on a souvent des populations jeunes mais importantes et en croissance et qui désirent aussi travailler pour développer leur pays. C'est vrai que dans la plupart des pays émergents, la situation sociale est difficile, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des logements. Et donc, il est absolument fondamental que tout opérateur, outre son activité économique, s'implique fortement dans le développement social et respecte l'environnement. Je pense que c'est la seule manière d'être accepté et de s'impliquer à long terme dans ces pays. Voilà pour cette vidéo de présentation. On va dans quelques instants avoir le grand plaisir d'accueillir le CFO Quentin Luntjens, CFO de la compagnie sucrière de Kwilungongo, qu'il nous faut présenter, c'est très important. Cette compagnie sucrière de Kwilungongo est aussi appelée compagnie sucrière. C'est une entreprise privée agricole du Congo-Kinshasa. Ses plantations et sa distillerie sont situées autour de Kwilungongo dans le sud du territoire de Manzangungu. Elle exporte et importe du sucre essentiellement. Société d'économie mixte, eh bien, le gouvernement congolais, l'État congolais est actionnaire à hauteur de 40%. C'est l'unique compagnie productrice de sucre dans tout le pays. La compagnie a été fondée en 1925. Dans 4 ans, nous célébrerons le centenaire. Hein. Nous aurons à cœur d'en parler avec Quentin Luntjens. La société s'appelait Mourbec à l'époque parce qu'en fait, c'était une filiale déjà de l'époque. Le conglomérat Finasuc fut créé en 1929 pour gérer les biens de Mourbec et Escanafle. Avec la zérénisation, la compagnie sucrière et la société de sucrerie et raffinerie de Centrafrique, Sucra, sont nationalisées en 1974. En 86, eh bien, Finasucre rachète le conglomérat et ensuite développe ses activités. Je suis heureux d'accueillir Quentin Luntjens. Bonjour. Bonjour Henri. Alors, j'ai parlé sous votre contrôle. Dites-moi si je n'ai pas dit de bêtises. Rassurez-moi. Qui suis-je pour pouvoir juger les propos que vous avez tenus? Non, il n'y a certainement aucune bêtise qui a été dite. Au contraire, ce sont des informations, qui font aujourd'hui partie du patrimoine national économique congolais. Ce sont des choses dont nous sommes extrêmement fiers, puisque nous avons effectivement une longue histoire et tradition, pas uniquement au Congo, mais dans l'activité, économique en Europe, ailleurs et au Congo. Et donc, effectivement, c'est quelque chose c'est une source de fierté que peu d'entreprises peuvent dire quand on est présent pour près d'un siècle ou plus d'un siècle dans un pays. Je pense qu'effectivement, c'est que quelque part, nous avons été particulièrement citoyens. Alors, votre histoire, celle de votre société, bien évidemment, se confond avec celle du Congo, du Zaïre, puis du Congo à nouveau. Près d'un siècle de présence, c'est extraordinaire. De quoi tisser des liens durables, non seulement avec les populations locales, celles qui directement ou indirectement bénéficient de votre production, mais la question qui me taraude l'esprit, c'est de savoir comment est-ce que votre société a pu garder cette situation de monopole depuis 1925. Quel est votre secret? D'abord, je voudrais quand même corriger, ce n'était pas une bêtise que vous aviez dite, mais nous ne sommes pas la seule entreprise présente au Congo qui produit du sucre. À l'époque, il y avait d'autres entreprises qui ont eu des succès plus ou moins variés. Et récemment, à l'est du pays, dans le Kivu, une sucrière a repris, je dirais, de l'activité après avoir été à l'arrêt pendant de nombreuses années. Et donc, nous ne sommes pas les seuls à produire du sucre.
Secondement, aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls et nous n'avons certainement pas l'exclusivité de la commercialisation du sucre. La commercialisation du sucre que nous produisons, bien sûr, revient, mais il y a également des importations plus ou moins légales qui viennent compléter, je dirais, la production de la compagnie sucrière sur le marché de l'ouest du pays, puisque notre zone de chalandise est essentiellement située à l'ouest, avec des excursions, si je pourrais dire, vers là où le fleuve nous mène, que ce soit au centre du pays, que ce soit à Kisangani, Bandaka ou dans le Kasaï par la route. Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, la production de la sucrière du Kwilongongo ne couvre pas suffisamment la demande, en fait. Donc, cette demande est tellement forte qu'elle nécessite une importation et peut-être même, je dirais, le développement d'autres entreprises qui, in fine, deviendront vos concurrentes. Écoutez, aujourd'hui, nous accueillons avec plaisir, je dirais, tous les collègues qui veulent venir investir au Congo. Si demain d'autres entreprises viendraient participer à la culture du sucre sur le territoire congolais, cela voudrait dire que le climat des affaires se serait assaini de telle façon à ce qu'il soit suffisamment attrayant pour d'autres investisseurs dont nous pourrions être partie prenante. D'accord. Alors, le thème de ce webinaire, évidemment, c'est la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. C'est une thématique qui ne vous est pas du tout indifférente. Qu'est-ce que ça vous inspire très concrètement en tant que responsable très important d'une entreprise installée depuis très longtemps en République démocratique du Congo? Je vous ai préparé une petite présentation dans laquelle, justement, on trace un peu, je dirais, depuis l'origine de la présence du groupe ici au Congo, à travers les différentes étapes de l'histoire et avec comment est-ce que je vais dire, le quotidien, avec, je dirais, le contact au quotidien de l'entreprise, de ses activités, avec, je dirais, les conséquences de la bonne ou l'absence de la bonne gouvernance. Et si vous me permettez, on peut faire un petit, j'en ai pour 5 à 6 minutes. Je pense que ça permettra, je dirais, d'avoir une sorte de trame sur lequel on pourra mettre le doigt à plusieurs endroits où, les choses s'améliorent, où les choses effectivement sont au beau fixe, et puis également, encore toujours, des éléments sur lesquels nous aimerions attirer l'attention et avec les menaces qu'elles entraînent également dans la situation actuelle. Ce ne sont pas des choses qui sont exclusives au Congo, parce qu'on a toujours tendance au Congo d'être assez pessimiste sur le pays. Les classements internationaux ne sont naturellement pas de nature à encourager, je dirais, les pratiques habituelles ou les pratiques actuelles, mais je pense que ce soit en Belgique, en Europe ou ailleurs dans le monde, chacun des marchés dans lesquels nous opérons, où les opérateurs économiques opèrent, a cet art. Chacun a ses axes d'amélioration potentiels. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut il faut regarder tout ça avec critique, mais positif, et surtout avec, je dirais, le regard bercé d'espoir et capitalisé sur les évolutions positives qui peuvent émerger ci et là. D'accord. Alors, nous attendons avec gourmandise votre démonstration. Prenez un petit café sucré bien comme il faut en attendant. Je vais essayer de faire apparaître le document. Est-ce que vous le voyez? Alors là, pas encore. Je vais demander à la technique de nous dire. Voilà, c'est parfait. Allez-y. Alors, Finasucre a une expérience de la culture du sucre qui est transmise depuis plusieurs générations, comme vous l'avez vous-même remarqué dans votre préambule. Et au début du XXe siècle, cette tradition familiale trouva une opportunité dans une vallée au cœur de la province du Congo central actuel, à mi-chemin entre Kinshasa et Matadi. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, la compagnie sucrière de Kwilongongo est une des références agro-industrielles les plus importantes de la République démocratique du Congo. Elle a traversé avec succès toutes les étapes qui ont marqué l'histoire récente du pays. La compagnie sucrière, comme vous l'avez dit, est désormais une association entre le groupe belge Finasucre, qui en détient 60%, et l'État congolais, qui en détient les autres 40% des actions. Finasucre s'est vu confier la gestion exclusive de la compagnie sucrière, forte de sa longue expérience ainsi que de sa compétence particulière dans le domaine de la culture de la canne à sucre,
son exploitation et sa transformation en sucre roux de qualité qui est unanimement apprécié par le consommateur congolais. Alors, l'activité de la compagnie sucrière est rythmée par l'alternance des saisons sèches et celle des pluies. La récolte de la canne se fait forcément en saison sèche qui s'étend entre la fin du mois de mai et le début du mois de novembre de chaque année. Il faut savoir que plus de 20 locomotives et plusieurs centaines de wagons se lancent alors dans un balai incessant pour assurer l'approvisionnement continu de l'usine où plus de 850 000 tonnes de canne à sucre sont acheminées à travers un réseau de plus de 60 km de voies de chemin de fer qui desservent les différentes parcelles de champs cultivés. En haute saison, ça veut dire qu'il y a plus de 4 500 familles congolaises qui vivent directement grâce à l'activité de la compagnie sucrière. En saison des pluies, il n'y a pas de récolte de la canne dans les champs et l'usine est à l'arrêt. Les équipes de maintenance prennent le relais et s'assurent que toutes les dispositions soient prises afin que la prochaine campagne puisse également se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Si les conditions climatiques ont une incidence importante sur le résultat de la campagne, il en va également de même pour la disponibilité des machines et du réseau logistique qui doivent acheminer et transformer la canne en sucre. La compagnie sucrière entretient ainsi un réseau de plusieurs dizaines de kilomètres de route, une douzaine de ponts routiers et de chemins de fer. Près de 15 000 personnes vivent au sein de la concession qui s'étend sur près de 150 km², soit la distance Bruxelles-Anvers sur une largeur de plus de 3 km. Les habitants sont répartis dans une vingtaine de villages avec plusieurs écoles, des centres de santé et des dispensaires. L'activité de la compagnie sucrière est réputée écologique et la société accorde beaucoup d'attention au respect des normes environnementales. Les sous-produits de la production du sucre sont ainsi transformés pour la production d'alcool médical et du seul rhum 100% congolais, fort apprécié par les épicuriens. La bagasse, résidu des tiges canne à sucre dont on a extrait le jus pour en faire du sucre, est ainsi utilisée pour alimenter les chaudières de l'usine et assurer en partie son autosuffisance énergétique. L'engagement social de la compagnie sucrière est un corollaire indispensable à l'activité de l'État dans cette région excentrée du Congo central. Comme vous l'avez dit là tout à l'heure, au sud de Banzangungu, mais carrément à la frontière angolaise. La compagnie sucrière représente l'activité économique principale de la région. Elle y dispose d'un grand hôpital moderne et d'un lycée d'excellente réputation. Il est important de noter que la compagnie sucrière est une des rares entreprises contribuant à une indépendance alimentaire de cette partie du pays. La République démocratique du Congo est ainsi encore fortement dépendante de ses importations pour son approvisionnement. Mais cette situation offre également de nombreuses opportunités pour les investisseurs désirés d'explorer le marché congolais qui comptera bientôt plus de 100 millions de consommateurs. Et là, il est important de bien importer. Et nous, forts de notre présence historique au Congo, nous maîtrisons bien les aléas de notre activité. Cette maîtrise est indispensable pour une activité pérenne. La maintenance de nos installations répond à des exigences contraignantes en termes de délai, où une organisation bien rodée est indispensable pour acheminer l'ensemble des pièces de rechange afin que l'outil de production soit fin prêt avant le démarrage de la nouvelle campagne. Les processus d'importation, notamment, peuvent être vécus comme éprouvants à cause des multiples étapes et contrôles subis par les opérateurs économiques avant de pouvoir disposer de leurs marchandises. Une bonne compréhension de ces procédures et règles peut ainsi en réduire les délais. Cette multiplication des règles et contraintes est la conséquence d'anciennes règles souvent devenues obsolètes, mais jamais abolies, et la mise en place de nouvelles règles visant à juguler les opérateurs économiques véreux. Mais ce sont ces mêmes opérateurs peu vertueux qui menacent le développement économique structurel du pays à travers des pratiques commerciales peu recommandables, où les entreprises citoyennes sont mises à mal par le non-respect des procédures et règles légales. Les frontières sont notamment poreuses, ce qui permet l'importation illicite de produits de contrebande qui ne payent pas de droits de douane, pas d'impôts ni taxes, qui ne sont pas contrôlés et dont la qualité sanitaire n'est donc pas garantie. Ce sont également des produits qui ne participent pas au développement de la République démocratique du Congo,
dans la mesure où ils ne génèrent ni impôts ni taxes dont le gouvernement a tellement besoin. Les sociétés qui, comme la compagnie sucrière, s'acquittent régulièrement de la totalité de leurs impôts dus, sont ainsi pénalisées et potentiellement menacées à court ou moyen terme. Et avec elles, les milliers d'emplois et familles qui risquent de disparaître. Le président actuel de la République démocratique du Congo est le premier chef de l'État de l'histoire du pays ayant souligné que les opérateurs économiques faisaient intégralement partie de la solution pour la reconstruction du Congo. Ceci est une première importante et qui se remarque au quotidien. Il y a notamment la cellule du climat des affaires à laquelle vous avez déjà fait référence, qui est effectivement à l'écoute des entreprises et de leurs problèmes rencontrés pour faire avancer leurs affaires. Et un fait d'autant plus remarquable, c'est que c'est cette même cellule du climat des affaires qui a présenté la nouvelle loi de finances 2021, là où cette présentation est traditionnellement réservée aux mandataires du ministère des Finances. Cette volonté de progresser ou de faire progresser se traduit également à travers l'annonce de la création récente d'un ministère du numérique. Une meilleure numérisation de la masse d'informations existante pourra certainement contribuer à un meilleur équilibre et une meilleure équité entre les différents opérateurs économiques en RDC, y compris l'administration. Les investissements des entreprises, indispensables à leur développement, mais également à leur maintien, dépendent notamment de la qualité de l'environnement dans lequel elles évoluent. Les entreprises ont besoin de se savoir à l'abri de mauvaises surprises. Or, celles-ci peuvent provenir de l'administration, dont le zèle dépasse parfois tout entendement, mais également d'une justice dont on a trop souvent l'impression que son action ne va pas toujours là où on l'attend. La nomination d'un nouveau Conseil supérieur de la magistrature a été annoncée, justement afin de pouvoir continuer à renforcer la qualité du système judiciaire. Le pays a annoncé vouloir entreprendre un vaste programme de réforme où les exonérations illégales et les abus seront systématiquement supprimés. Encore une fois, ce sera une bonne chose si le gouvernement pourra y arriver et de nouvelles opportunités d'investissement pourront en découler. Voilà, c'était ce que je voulais partager d'une façon plus ou moins structurée avec vous. Je ne sais pas si vous avez eu la réponse à la majorité des questions auxquelles vous vous étiez lancé juste avant mon intervention, mais je pense que ça donne une idée quand même de l'environnement dans lequel nous évoluons. Ah, je pense qu'il y a un petit problème technique. Henri va reprendre. Quentin? Allô? Moi, Ah ouais, Henri va reprendre la suite de l'interview. Et je pense qu'il est encore toujours avec son café sucré de la sucrière. Donc Merci, Quentin. Je pense que la technique, et je profite pour remercier Olivier Mbouilly et Michel Moubenicha qui s'occupent de la technique et notre partenaire aussi, qui œuvre pour la bonne réalisation de ce programme. Alors, je suppose qu'ils sont en train de s'activer en ce moment. Alors, peut-être, je profite, vu que je suis sur antenne, peut-être on pourrait parler brièvement des festivités pour le centenaire. Écoutez, les festivités du centenaire, c'est un peu prématuré, étant donné que, comme on l'a dit, le centenaire, c'est quand même dans quelques années. Donc aujourd'hui, nous nous efforçons à nous assurer qu'il y ait une pérennité jusqu'au centenaire. Et d'ici là, on aura certainement l'occasion de mener des réflexions sur, je dirais, la suite à donner à un événement de cette nature-là. Parfait. Mais d'après mes informations, je suis bien informé quand même sur les résultats de la compagnie à Kinshasa, la compagnie sucrière. Je pense que vous avez quand même cette année des activités économiques qui étaient en boni, positif. Absolument. L'année, enfin, on parle de l'année qui s'est clôturée au 31 décembre 2020, a connu, malgré les conditions sanitaires très compliquées, puisque nous avons, bien sûr, comme partout dans le monde, été confrontés au Covid, nous avons effectivement réussi à tirer notre épingle du jeu, mais je pense que une des raisons pour lesquelles les résultats ont été, je dirais, bénéficiaires, c'est également parce que les mesures sanitaires prises par l'État ont compris
la fermeture hermétique des frontières. Et ça veut dire que, à ce moment-là, l'État a pu se prouver à lui-même, ce n'est pas quelque chose qui a été réservé à la compagnie sucrière, les brasseries ont bénéficié du même avantage. Étant donné que les frontières étaient fermées, il n'y a pas eu de contrebande illégale, et ça veut dire que la production locale a pu fonctionner normalement. Et je pense que quelque part, nous devons retenir cette leçon, qu'un malheur fait souvent le bonheur de quelque chose. Et bien, nous en avons la preuve, que ce soit à Béni, à l'Est, où il y a une grosse brasserie, que ce soit ici au niveau de la sucrière, où nous avons également, je dirais, nous souffrons d'énormes problèmes pendant l'année à juguler les importations de loup-fou. On voit bien qu'une fois qu'on ferme les frontières, il n'y a aucune menace sur les disponibilités des produits à l'intérieur du pays. 2, les finances de l'État s'en retrouvent d'autant mieux puisque les entreprises citoyennes contribuent plus, puisqu'elles vendent plus. Et 3, nous avons à ce moment-là, effectivement, l'opportunité pour l'État de mieux bénéficier des bénéfices, puisque l'État est actionnaire à 40% de la société et donc gagne 2 fois. D'une part, parce que tous les droits, toutes les taxes sont payés, et d'autre part, parce que son partenaire dans l'activité économique est un partenaire qui va lui verser une meilleure contribution pour la participation qu'elle détient dans la société. Et donc, notre message serait dans l'avenir de pouvoir s'appuyer là-dessus pour aller chercher d'autres partenariats de cette nature-là et de développer plus d'efforts dans le contrôle des frontières et la mise en place. Nous ne sommes pas contre les importations, nous ne sommes pas contre la concurrence. Ce que nous demandons, c'est que tout le monde joue avec les mêmes règles et avec la même dextérité au niveau de l'application des lois. Alors, j'ai une dernière question parce que je sais qu'on doit vous libérer, alors que je joue maintenant le rôle d'intervieweur. Pour nos membres, évidemment, moi, en tant que président d'un club d'affaires de la diaspora et des Amis du Congo, l'idéal serait peut-être de pouvoir tirer de votre côté les conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un qui veut investir au niveau de l'entrepreneuriat ou un industriel qui serait intéressé. Quels conseils pourriez-vous donner? Il y a beaucoup d'opportunités au Congo, autant pour gagner que pour perdre. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que quand on investit, on prend des risques. Et le Congo est un pays unique. Comme tous les pays dans lesquels j'ai pu travailler, il répond à des règles, à des contraintes, à un environnement qui lui est particulier. Et donc aujourd'hui, il est important de bien comprendre et de bien s'imprégner de l'ensemble de ces règles. Il est important d'écouter ceux qui sont sur place et qui fonctionnent. Je pense que j'ai eu, des leçons dans le passé, et dont une, je suis particulièrement, attentif. Quand vous voyez quelque chose qui vous semble évident, dites-vous bien que vous n'êtes probablement pas le seul, ni le premier, à trouver cette chose évidente. Et donc, demandez-vous pourquoi est-ce que cette chose évidente n'a pas encore trouvé de réponse adéquate. C'est qu'il y a un problème quelque part. Si tout le village s'empêche de manger cet animal, ne vous aventurez pas à être le premier à le manger. Il est important de bien écouter, de bien observer, d'être modeste et de véritablement travailler dur, fort, respecter les lois, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans loi, de bien résister à toutes les tentations, de ne pas écouter tous les charlatans qui vont vous promettre monts et merveilles, de ne pas croire « je connais quelqu'un ». Non, tout le monde connaît plein de monde ici. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, vous soyez la seule personne à connaître quelqu'un au Congo. Il y a 100 millions de Congolais qui seront bientôt dans les rues. Ces 100 millions de personnes connaissent toutes quelqu'un. Et aujourd'hui, la première des règles, c'est de connaître les lois, d'appliquer ces lois, d'aller vérifier pourquoi elles existent et de les appliquer comme elles existent. Il y a des cercles d'affaires, il y a des chambres de commerce, il y a la FEC, il y a d'autres entreprises, il y a la NAPI, l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement. Aucune d'elles n'a l'exclusivité du savoir. Mais si vous allez faire le tour de chacune d'elles, vous allez probablement trouver un tronc commun de vérité.
Et puis là, essayez de vous associer avec des gens qui ont déjà réussi leurs activités au Congo. N'essayez pas de vous aventurer tout seul. Je pense que le partenariat, l'association est sage et vous permet de partager d'une part votre savoir d'un point de vue technique, mais de partager également les réseaux, les connaissances, l'expérience de personnes qui sont déjà installées sur le terrain. Et vous allez réduire le risque de taper la tête dans le mur. Merci Quentin. Malheureusement, on a un petit souci technique, mais je pense que l'essentiel du message est retenu. Et surtout, vous me donnez l'occasion de faire une transition exceptionnelle avec l'invité suivant, qui est M. Mouro Mukota, qui est membre d'un cabinet d'expertise qui est sur la place à Kinshasa. Et ça vous permettrait évidemment de pouvoir avoir plus d'informations pour nos membres. Merci beaucoup. Alors, nous allons essayer de voir s'il y a possibilité de régler le problème technique. Ah, Henri, est-ce que tu nous as suivis? Oui, tu nous as suivis? Oui, bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. Sans transition, effectivement, nous allons passer à notre, merci Olivier, merci infiniment, à Quentin Lountiens, je rappelle, Chief Financial Officer eh bien, de la compagnie sucrière de Kwilungongo. Merci infiniment pour cette présentation, ces détails. Merci aussi pour les questions, les réponses aux questions qui vous ont été posées. Nous allons accueillir à présent notre deuxième invité, Mouro Mukota. Il est partenaire associé au sein de la SARL M&M Partners Congo, qui est un cabinet d'audit d'expertise fiscale et comptable créé en 1992. Mouro Mukota, bonjour. Bonjour Henri. Alors, la thématique de ce jour, évidemment, c'est la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Inutile de vous dire que vous avez une petite idée sur le sujet. Je voudrais simplement rappeler que votre cabinet, je dirais, a une triple expertise. D'abord, une expertise et assistance fiscale, très important. Ensuite, votre focus se fait sur l'expertise et l'assistance comptable. Vous avez également, en termes d'audit et de commissariat au compte des connaissances et des expertises que vous mettez à la disposition de vos différents clients. Nous allons vous écouter d'abord pour, d'une certaine manière, généraliser une bonne gouvernance. Qu'est-ce que la bonne gouvernance dans votre entendement? Comment peut-on interpréter cette bonne gouvernance à l'aune, bien évidemment, de l'expertise fiscale et comptable? Mouro Mukota. Merci beaucoup, Henri, pour la présentation. Alors, avant de répondre à ta question, on va se tutoyer, on se connaît, je vais faire une présentation en amont. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis partenaire dans un cabinet au Congo, mais il faut souligner que j'exerce aussi en Belgique depuis plus de 25 ans. Je le dis parce qu'on le comprendra par la suite. Et donc, au sein du cabinet d'ici, donc j'ai l'avantage d'avoir une expérience en fait ici en Belgique de 25 ans et depuis au moins 10 ans en République démocratique du Congo. Et à ce titre, ça me permet de voir un peu les évolutions, comment est-ce que les investisseurs se positionnent et quel est l'avenir, quelle est la tendance en tout cas en mode d'investissement en République démocratique du Congo. Alors, pour répondre à ta question par rapport à la bonne gouvernance, il faut se dire que la bonne gouvernance a une vocation de gérer les affaires publiques de l'État, les ressources de l'État, un élément qui est l'état de droit, n'est-ce pas? Et c'est par ce prisme-là que je vais plutôt aborder, pour ne pas tout développer, l'état des droits. Alors, l'état de droit, comme le disait mon prédécesseur, permet évidemment aux investisseurs de pouvoir, je dirais, évoluer en toute sécurité. D'accord? Et dans le cadre de l'état de droit, il y a aussi la gouvernance des entreprises. Et c'est là où donc je vais me situer, je vais développer, répondre à la question en réalité de savoir pourquoi un investisseur, je parlerai d'abord de la Belgique parce que j'ai cette expérience-là, les autres viennent aussi, on a d'autres contacts, pourrait venir, je dirais, investir au Congo et s'assurer que les climats des affaires qui intègrent donc la bonne gouvernance
peut être assurée. Je crois que c'est dans ce schéma-là que je vais peut-être m'orienter. Alors, je peux continuer, Henri, Oui, bien évidemment. Nous sommes, voilà. oui, tout à fait. Je me laisse aller alors. Hein. Et donc, Ah oui. à ce propos, je crois que c'est qu'il est important de se dire qu'est-ce qu'offre finalement notamment l'État congolais pour assurer aux investisseurs une certaine assurance. D'accord? Alors, je vais citer quelques éléments, pas tous, parce que sinon on n'aura pas le temps. C'est d'abord l'élément législatif. Et je vais pointer particulièrement le droit OHADA. Je rappelle, c'est le droit qui permet, qui harmonise, je dirais, les affaires au niveau africain. L'État congolais y a adhéré en 2012. C'est quoi? C'est pour que, en fait, les États africains puissent parler du droit des affaires, avoir le même langage. C'est-à-dire que publier les mêmes, ça se fait de manière pratique, c'est quoi? On publie les comptes de la même manière, il y a une législation identique, de telle sorte qu'un investisseur puisse venir au Congo, au Sénégal, au Tchad, les signataires justement de droit des affaires. Ça veut dire quoi en termes clairs? C'est-à-dire qu'un investisseur se dit, certes, il y a le droit interne congolais, mais il y a une législation supranationale, c'est-à-dire le droit au hata, qui légifère. C'est le seul juge, je dirais, de droit de commerce, par exemple, du tribunal de commerce, s'il y a un litige en interne, peut évidemment saisir, je dirais, les institutions juridiques de droit au hata, de manière à ce que ça peut le garantir une certaine sécurité juridique et des affaires. C'est un des éléments. Et dans le cadre de droit au hata, il y a certaines obligations que chaque État doit avoir un ordre des experts comptables. Et c'est là, vous comprenez, là où je veux en arriver. C'est-à-dire d'avoir des professionnels de qualité qui répondent à un certain, comment est-ce qu'on dit ça, une certaine législation, une éthique, une déontologie, voilà, c'était le terme, une responsabilité aussi, de sorte que les comptes qui sont publiés garantissent une certaine fidélité. Il n'est donc pas question de prétendre que vous avez fait un chiffre d'affaires de 2 millions alors qu'en réalité, vous en avez fait 200 000. Et là, l'OHADA le garantit, et donc la bonne gouvernance liée à l'état des droits institue, par exemple, cet élément qui permet à l'investisseur déjà de se mettre à l'aise par rapport à cet élément-là. Deuxième élément que je voudrais mettre en avant aussi, c'est les conventions de double imposition. C'est quoi? C'est un arbitre ou une législation qui permet de déterminer à quel endroit on taxe. Je veux dire, je prends un exemple clair, on est un travailleur, on travaille au Congo, on est résident en Belgique, quel est l'État qui taxe? Voilà, c'est ça la convention de double imposition. Il y a des dividendes, on a parlé ici de la sucrière, le Congo est actionnaire, Finasucre aussi. Quand il y a des dividendes, comment ces dividendes sont taxés? Comment faire pour qu'elles ne soient pas trop taxées et qu'elles incitent les investisseurs évidemment à remonter tout ce qui a été généré par leur activité de manière optimale. On l'a d'ailleurs vu récemment quand le président de la République a été en Égypte. Je crois que c'était associé à cette condition de signature de la convention de double imposition, si je ne me trompe pas, c'est l'Égypte ou les Émirats. Donc, c'est un facteur très important de développement et donc de la bonne gouvernance. Et là, malheureusement, parce qu'on a pris du temps, la République démocratique du Congo a pris du temps à signer, alors que la Belgique l'avait déjà signé en 2007. Je parle beaucoup de la Belgique parce que c'est ma pratique forcément. Et le législateur congolais avait un peu traîné, craignant que le Congo perde plus à y perdre qu'à gagner. C'était un peu ça, mais elle a finalement compris qu'elle avait plus à y gagner, et donc elle a signé. Il y a une convention qui a été signée avec l'Afrique du Sud. Donc, et là, moi, je plaide en tout cas, c'est que j'ai un article que je vais publier encore où je mets en avant l'importance des signatures de conventions de double imposition. Là, c'est de manière globale. Et donc, j'ai parlé du droit au hata, j'ai parlé de la convention de double imposition, et je vais maintenant parler de l'entreprise en elle-même.
On vient d'entendre ici qu'il est important de ne pas se lancer en entreprise la tête baissée quand on vient investir au Congo et qu'il est conseillé d'avoir, je dirais, des partenaires locaux avec lesquels on va pouvoir, je dirais, évoluer. Je suis tout à fait d'accord. Et grâce à l'idée de la bonne gouvernance instaurée dans le cadre du le droit WADA, les minorités, donc les actionnaires minoritaires, peuvent évidemment être garantis d'avoir un écho, d'avoir une écoute, de pouvoir régler les différents conflits. Tous ces éléments-là font en sorte que, évidemment, ces éléments favorables qui font que les investisseurs viennent dans notre pays, on les encourage aussi. Mais à côté de ça, c'est vrai, nous avons des pratiques parfois qui découragent. Beaucoup de contrôles fiscaux, beaucoup de taxes, pas toujours une forme d'harmonisation. Et là, fort heureusement, petit à petit, il y a des signaux qui nous permettent d'espérer que tout cela va être réglé et que petit à petit, je le constate en pratique, il y a une régulation. Nous avons aussi l'agent de lutte contre la corruption qui est là, qui veille à ce que finalement tout puisse passer dans la concorde. Et donc, les différentes craintes que nous avions avant, petit à petit, toutes ces questions commencent à être élaguées. Et véritablement, il y a, je dois vous le dire, une vague des investisseurs. Je parle beaucoup de la Belgique qui arrive. Et c'est curieux parce qu'au fil des temps, au départ, c'était des Belgo-Belges qui me demandaient de créer des sociétés au Congo, mais j'en avais pas les compétences parce que je craignais malheureusement que la pratique au Congo, que je n'ai pas et c'était difficile de les garantir. Après, il y a eu des hommes d'affaires congolais qui m'ont invité plusieurs fois à Lubumbashi, où c'était l'occasion où je pouvais être en contact avec le monde de l'entreprise au Congo. Et récemment, c'est véritablement le profil comme les miens, c'est-à-dire les Congolais de la diaspora, comme on les appelle, qui ont travaillé ici, qu'il s'agisse des plombiers, des bouchers, qui finalement veulent véritablement rentrer. Et il y a beaucoup dans le domaine de l'agriculture. Voilà, j'ai fait un peu un point. Je ne sais pas si je peux. Tout à fait. Je suis à l'écoute des questions. Alors, il y a plusieurs questions, bien évidemment. L'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, vous avez rappelé que la RDC y a adhéré en 2012, il n'y a pas si longtemps. Néanmoins, dans la pratique, on se rend bien compte qu'il y a un profond besoin de formation et de mise à niveau de la part de certains experts sur la question. Alors, est-ce que vous pourriez ici nous dire, à l'heure actuelle, aujourd'hui, est-ce que la République démocratique du Congo est suffisamment outillée en la matière? Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a un ordre, j'ai insisté avec ça, un ordre des experts comptables qui a véritablement fait le ménage auprès des experts, parce que c'est des praticiens. Vous comprenez, c'est comme quand on veut construire des bâtiments au Congo, il faut des architectes de qualité, parce qu'on se plaint qu'on prend les architectes de l'extérieur, mais ici, il faut vraiment que nous ayons des professionnels avérés, architectes qui peuvent le faire. Ici au Congo, fort heureusement, il y a eu véritablement une sélection, je ne dis pas parce que j'y ai été, mais il y a plusieurs professionnels du monde entier, France, Belgique, qui ont veillé à ce que les membres de l'ordre d'experts comptables puissent avoir la maîtrise, la pratique de la fiscalité et de la comptabilité, du droit des affaires, et aussi de la discipline, d'accord? Discipline qui fait que finalement, on fait pas n'importe quoi, c'est ce que j'allais dire, et que récemment, j'ai fait un rapport de transformation, mais ça a été toujours édicté par le cadre de droit WADA, et donc nous sommes véritablement dans le cadre de la bonne gouvernance. Voilà. Alors, ici, j'allais dire, parce que je voulais continuer une idée, je constate aussi qu'il y a beaucoup d'investisseurs, je dirais, congolais de la diaspora, qui investissent dans l'agriculture. C'est un élément très, très, très important. J'ai compris qu'il y avait un ministère de l'Agriculture qui a été créé, qui existe déjà, mais j'espère qu'elle va être vivifiée, et ça va permettre véritablement à ceux-là de pouvoir investir, je dirais, avec toute confiance. J'ai simplement un petit regret,
c'est que nous n'ayons pas un ministère, je dirais, de la diaspora. Donc j'espère en tout cas que nous pourrions avoir, peut-être pas un ministère, une structure, par exemple. Heureusement que, bon, là, avec notre club actuel, hein, le Léopard, on essaye modestement d'y pallier, mais je crois que c'est important d'avoir une structure qui va pouvoir véritablement encadrer, faire en sorte qu'on se sente en confiance. On a évoqué l'ANAPI, effectivement, oui, il y a différentes structures, mais c'est important qu'on ait une structure dans laquelle on puisse identifier et à partir de là, faciliter véritablement les membres des diasporas, parce qu'il y a véritablement cet écueil-là, cette crainte, plusieurs questionnements, et qui font que finalement, parfois, il y a des réticences. Tout à fait. Alors, vous avez évoqué là effectivement une question d'actualité. Donc, dans le nouveau gouvernement, on a tous été surpris de la disparition du poste de vice-ministre des Congolais de l'étranger, de la même manière d'ailleurs que le ministère de la coopération internationale et la francophonie a disparu, ne laissant plus que l'intégration régionale. Et pour répondre plus précisément à votre questionnement, il y a déjà, et ce depuis maintenant un peu plus de 15 ans, une direction des Congolais de l'étranger. Donc, elle est toujours active. C'est partie des 14 directions qui sont logées au ministère des Affaires étrangères. Ce sont d'ailleurs les deux dernières, puisqu'il y a respectivement l'Académie diplomatique et la direction des Congolais de l'étranger. On espère effectivement que les autorités pourront rattraper cette lacune, parce qu'effectivement, cela ne s'explique pas toujours. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur le respect des normes internationales, c'est très important. Être au niveau des normes internationales permet effectivement à la RDC de pouvoir, je dirais non pas rivaliser, mais être en capacité, je dirais, de répondre aux défis actuels. Cela me fait d'ailleurs penser au débat actuel autour de la zone de libre-échange continentale africaine, dont je rappelle que 36 pays sur 55 ont ratifié. Cela montre à quel point il y a encore, je dirais, des réticences. Mais avec 22 pays ratifiés, eh bien, la zone de libre-échange est déjà entrée en vigueur, et ce depuis le 1er janvier 2021. Est-ce que, pour le coup, Moro Mukota, cette zone de libre-échange continentale est une opportunité, selon vous, pour tous les éléments que vous avez développés dans votre démonstration? Indéniablement, indéniablement, à partir du moment où il y a évidemment cette réunion, on peut parler aussi, il y a plusieurs zones hein, qui sont faites, en tout cas ça participe de toute façon à une certaine sécurité, une harmonisation et une réglementation commune. Donc ça met en fait les États face à leurs responsabilités, ça impulse, ça aide. Hein, comme certains autres États qui étaient en retard. J'évoquais le retard quand même de la signature, même du droit au WADA, qui existe depuis longtemps et qu'on l'a ratifié en 2012. J'ai parlé de la convention de double imposition avec la Belgique. La Belgique l'avait signée en 2007, figurez-vous. Et le Congo, c'était bien plus tard. Donc, je pense que c'est véritablement des mécanismes, des espaces où ça va permettre au développement des affaires et surtout des investisseurs. Je crois que notre président avait émis le vœu, avait pris l'engagement de faire quelques millionnaires. Et donc, c'est important que pour que cela se traduise par les faits, qu'on puisse avoir toujours des zones d'échange, déjà faire en sorte qu'il y ait des affaires entre Africains. Il ne faut pas toujours simplement que ça soit nord-sud, mais bon, voilà. Tout ça participe évidemment au développement et à encourager les investisseurs. Alors, vous parliez tout à l'heure à juste titre de l'agriculture. Il se trouve que lors de son discours d'ouverture du Makutano 2019, Makutano 5e édition, le chef de l'État avait parlé de la revanche du sol sur le sous-sol, pointant évidemment l'importance de pouvoir valoriser l'agriculture. Selon vous, Moro Mukota, quels sont les axes sur lesquels pourraient précisément s'appuyer, je dirais, les pouvoirs publics pour pouvoir, je dirais, encourager cela, et vous, en tant que partenaire associé dans une structure qui justement apporte aussi son expertise, comment est-ce que vous pourriez conseiller ceux qui se lanceraient sur ce créneau?
Alors, premièrement, c'est toujours d'avoir la bonne information. Ça, c'est une première, on l'a évoqué encore, être vraiment associé à des personnes qui ont la pratique professionnelle, qui ont cette culture, parce que dans mes contacts avec certains investisseurs dans l'agriculture, nous avons constaté qu'il y avait véritablement beaucoup de personnes qui ont une très grande expertise au niveau de l'agriculture, mais malheureusement, avec surprise, il y a un manque, je dirais, d'accompagnement. Et donc, je crois qu'ici, ce qui est important pour être pratico-pratique, je crois que c'était important de créer une forme de, il paraît que ça existe, mais c'est toujours difficile, un espace où le gouvernement achèterait toute une série de matériaux, matériels d'agriculture plutôt, afin que les investisseurs puissent les louer. Je dis d'un point de vue pratique, moi j'ai eu un investisseur qui a dû directement décaisser un montant de 60 000 $ pour rapidement acheter son tracteur. Ça c'est pratique, c'est des gens, je veux pas, mais je pense que il pouvait, avec cette somme d'argent, louer pour préparer sa récolte et avoir plusieurs, je dirais, engins, parce qu'ici, la question qui se pose aujourd'hui, on a tout fait, mais la récolte, parce que c'était du maïs, c'est pour le mois de juin-juillet, il va devoir encore investir pour pouvoir faire cela. Donc, en clair, je propose, en tout cas, c'est une des propositions, qu'on puisse avoir, je dirais, une forme d'agence qui achèterait un certain lot de matériel, qui pourrait mettre à disposition, je dirais, de ces agriculteurs. Un, deux, essayer d'avoir une fiscalité favorable, parce que aujourd'hui, on crée une structure, que ce soit dans l'agriculture ou pas, on paye les mêmes taxes. Je crois que c'était important parce que c'est un pôle très, très important de développement, non seulement pour l'État, mais pour la région, parce qu'à chaque fois qu'on a des terres, c'est tous les villageois ou toutes les personnes tout autour qui vivent de ça, n'est-ce pas? Et il y a aussi toutes des difficultés au niveau des forages, au niveau de l'eau. Voilà, je suis plus agriculteur maintenant qu'expert comptable, mais c'est parce que finalement, on est confronté à ce genre de difficultés où on est amené à accompagner ces clients-là en essayant de trouver d'autres pistes. Mais voilà, c'est ça un peu l'idée. Alors, pour terminer notre échange, Moro Mokota, j'aimerais vous faire réagir sur deux sujets qui me paraissent importants. D'abord, le premier, est-ce que vous pensez que l'idée de création d'un fonds de garantie peut faire son chemin? Bon, là, pour le coup, voilà, votre réaction, est-ce que c'est souhaitable selon vous? Oui, mais c'est indispensable parce qu'effectivement, malheureusement, vous connaissez les tarifs exorbitants quand on va se financer. Sans ces fonds, il n'y aura qu'une certaine élite, les gens qui ont des moyens, qui pourront investir. Alors que je pense que s'il y a ce fonds et qu'on arrive effectivement à démontrer que nous avons non seulement le capital humain, financier, technique, et à ce moment-là, ça peut évidemment accompagner, j'ai envie de dire, les vrais agriculteurs, mais qui ont un projet, pas seulement de gagner directement, mais qui est une condition quelque part de valoriser, je dirais, tout l'espace qui entoure, je dirais, la ferme ou la plantation. Et aussi, bon, il y a tout le reste, hein. Il y a un problème d'acheminement. Moi, j'ai fait la route, j'ai été au Kasaï et à Lomami. Je vous dis, de Mbujimaï à Cabinda, 5 heures de route, mais c'est terrible. Je veux dire, donc ça, si vous devez, je dirais, je me disais, mais tiens, s'il faut essayer de sortir des produits de là et l'amener à Mbujimaï, ça pose vraiment problème. Donc voilà, donc je crois que l'idée, la question que tu as posée est vraiment une question qui fait l'objet de plusieurs discussions d'ailleurs, hein. On en parle encore. Ça peut favoriser vraiment une éclosion et aussi la bonne gouvernance. Alors, toute dernière question. Vous parliez effectivement dans un premier temps de ces entrepreneurs belges qui souhaitent investir au Congo. Ensuite, ce sont des belgo-congolais que vous avez aussi conseillé. Mais tout de même, Moro Mokota, et c'est ma toute dernière question, la loi sur la sous-traitance qui a été adoptée en 2017 et qui réserve, je dirais, un certain pourcentage de contrats ou de marché pour eh bien la sous-traitance
permet au fond de favoriser l'émergence d'une classe moyenne congolaise dès lors que le monopole des entreprises qui ont l'habitude justement de rafler tous les marchés et contrats se voit, je dirais, réduit. Est-ce que là, pour le coup, nous avons affaire à un outil suffisamment performant que pour pouvoir, je dirais, donner la chance aux entrepreneurs congolais ou aux investisseurs congolais? Alors, c'est absolument. Et ici, c'est vrai que nous devons aussi essayer de changer nos mentalités, n'est-ce pas? Et croire à nos entrepreneurs. Parce que malheureusement, quand il y a des gros projets, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est toujours les entreprises étrangères qui bénéficient de tout ce lot et ils rapatrient, je dirais, les bénéfices de leur activité sans que l'État congolais puisse en bénéficier. C'est la même problématique. D'accord? Même dans le cadre de l'expertise comptable, quand il y a des gros marchés, ben c'est malheureusement des très grandes entreprises, cabinets d'expertise comptable qui le prennent, alors qu'il y a des membres experts comptables congolais qui ont les compétences, mais Dieu merci, grâce à la loi ça a été régularisé. Pour parler de la sous-traitance plus particulièrement, on a mis même à côté une agence de régulation pour essayer véritablement de contrôler que cette loi est respectée, parce que en réalité, parfois, on tente d'une certaine manière de contourner cela, alors qu'effectivement, je me souviens encore qu'il y a un ami qui est administrateur de la FEC qui s'occupe des PME, qui évoquait toutes les compétences que nous avions, mais qui malheureusement, nous ne pouvions pas en bénéficier et faire développer tout un pan des entrepreneurs et contribuer à ce qu'ils soient aussi millionnaires. Hein. Voilà, ça c'est le vœu. Donc oui, 3 fois oui, cette loi a toute son importance. Et je suis convaincu que petit à petit, il y aura quand même des très bons échos et des bonnes suites. Merci infiniment, Moro Mukota Muteba, voilà qui clôt de fort belle manière cet entretien. Je rappelle que vous êtes partenaire associé de la SARL M&M Partners Congo, cabinet d'audit, d'expertise fiscale et comptable établi donc en RDC. Je rappelle que vous êtes également impliqué ici, enfin en tout cas en Belgique, puisque moi je vous parle depuis Kinshasa évidemment, donc dans un autre grand cabinet d'expertise fiscale et comptable. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que ce webinaire est consacré à la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, à l'initiative de Léopard Club, que j'ai eu le grand plaisir de présenter en introduction. Eh bien, nous allons ensemble regarder cet élément qui résume assez bien l'ambiance conviviale qui règne au sein de ce club d'affaires. Magnéto. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Yahweh, Yahweh, begisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Bongisa mboka bakoko batikela biso Bangala bakongo balumba baswahili bapendela bateke balari na bamboshi tozali bana Kongo toyokana bana Kongo tala mukananu na bongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela nde biso Kasai na Kongo Ekwandelo Mamenga Bangari na Lipul Kongo mboka monene kolongwa Lubumbashi te na Pointe Noire etona bomengo na bato ya mayele elingi etumba te.
Voilà, pour clore ce webinaire, j'accueille à nouveau Olivier Ali Nguindou, le président de Léopard Club. Olivier. Bonsoir, Voilà, Henri. oui, voilà, Olivier, nous allons conclure avec vous, avec évidemment ce webinaire consacré à la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Nous savons par ailleurs que dans vos missions, vos objectifs au sein de Léopard Club, vous déployez aussi une intense activité pour, je dirais, contribuer à votre manière à l'amélioration non seulement du climat des affaires, mais de faire en sorte que cette bonne gouvernance soit véritablement une réalité. Alors, ma première question, Olivier Alinguindou, aujourd'hui, votre réseau d'affaires s'étend de plus en plus. Est-ce que la pandémie de la Covid-19 a contrarié vos ambitions en la matière? Ben, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Effectivement, comme je l'ai dit en introduction, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, c'est que depuis 1 an et demi, on ne s'est plus rencontrés. On n'a plus eu l'occasion de se retrouver en présentiel, en sachant évidemment que d'abord notre core business, c'est de se retrouver et de passer un moment de convivialité. Évidemment, ça nous a permis de nous adapter au travers de webinaires et nous attendons avec impatience que nous puissions nous retrouver. Ça n'a pas exclu des rencontres de qualité, d'ailleurs la preuve encore aujourd'hui avec des membres du réseau de différentes activités économiques qui nous permettent de garder l'information. Et ça, c'est une des missions de Léopard Club, c'est de fournir l'information économique et financière. Et au travers de ce canal, j'espère que nos membres pourront rester connectés et seront motivés à se retrouver dès qu'on le pourra. Alors, vous avez bien évidemment un certain nombre de projets dans les cartons ou dans les pipelines, histoire de pouvoir, je dirais, redonner de la vigueur aux activités de Léopard Club. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui, à cet instant précis, de nous annoncer des événements ou des projets en cours? Écoutez, notre agenda est prêt jusqu'en 2022. Mais malheureusement, mois après mois, nous sommes obligés d'annuler les différents rendez-vous et nous prenons plus la peine de les annoncer parce que c'est vraiment affligeant de devoir à chaque fois annuler un rendez-vous. Mais je me permets quand même d'annoncer que le 26 juin 2021, nous aurons le RD Congo Cocktail Party qui est prévu au Stegenberger Wheelchairs à Bruxelles. Ça sera un événement, un cocktail, comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous travaillons avec différents partenaires éventuellement sur des projets de voyage d'affaires en RDC particulièrement. Et ça, ce sont à première vue les premières choses et les seules choses que je peux vous annoncer parce que nous sommes évidemment dépendants de l'actualité sanitaire qui cloue la Belgique, qui est notre terre d'accueil. Hein. C'est ici que nous avons commencé et nous nous déployons au travers de l'Europe et on espère en Afrique. Donc, pour le moment, nous sommes dépendants de cette actualité sanitaire. Alors, ma dernière question, avant de vous laisser le mot de la fin, Olivier Alinguindou, la thématique générale de ce webinaire, ça a été la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. On sait que cette bonne gouvernance comporte plusieurs piliers. Il y a notamment l'état de droit, il y a l'amélioration du climat des affaires, il y a le respect des normes internationales, il y a aussi la garantie ou la sécurité juridique, et là nous pensons notamment aux investisseurs. À l'heure actuelle, selon vous, est-ce que vous encourageriez effectivement les investisseurs à se rendre en RDC à l'heure actuelle? L'amour du Congo pour les amis du Congo, la diaspora, ne nous empêche pas d'être réalistes. Aujourd'hui, lorsque je constate le rapport Doing Business de la Banque mondiale 2020, le Congo est à la 183e place sur 190, au même niveau que le Tchad. Alors, je pense que la première des choses aujourd'hui, c'est de donner des informations et avec nos partenaires pour que nos membres puissent se faire une idée réelle de la situation au niveau de la bonne gouvernance. Et
c'est au travers de ce genre d'initiative que je pense que nous pouvons être utiles. D'accord. Olivier Linguindou, je vous laisse le mot de la fin pour la conclusion. Alors, écoutez, je suis comme tous les membres avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo, notamment donc l'activité au travers des voyages du président de la République. Et nous espérons qu'un cadre sera mis au niveau du gouvernement congolais pour que des investisseurs puissent s'impliquer dans ces projets pharaoniques qui sont autant la construction de la nouvelle ville Kitoko, qui sont le partenariat avec le Qatar dans la construction d'aéroports ou Qatar Airways, et certainement que cela peut être positif pour le développement de la République démocratique du Congo. Donc nous attendons un signal fort du gouvernement et nous sommes évidemment disposés à travailler, à collaborer pour le développement de la République démocratique du Congo. Merci infiniment, Olivier Alinguindou. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Léopard Club. L'occasion pour moi également de remercier nos invités. Quentin Luntiens, Chief Financial Officer de la compagnie sucrière de Kwilungongo. Moro Mukota, partenaire associé de la SARL M&M Partners, et je remercie également à la technique Olivier Mbouyi et Michel Moubenecha. Et bien, quant à moi, j'espère vous retrouver avec beaucoup de plaisir au prochain webinaire de Léopard Club. À la prochaine. Merci, à bientôt.